Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Marc Toiti. Bonjour Marc. Bonjour cher David et bonne année à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Exactement, pareillement. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Il faut qu'on parle, il y a plein de sujets à voir ensemble, mais déjà un petit mot de la France et de ce gouvernement français qui a priori devrait abaisser sa prévision de croissance pour cette année. L'équipe Barnier était à 1,1, on serait a priori à 0,8% de croissance pour 2025. C'est plus raisonnable ou ça reste encore optimiste? Moi, je suis à 0,5% pour être très honnête, sachant que déjà, on a le 4e trimestre 2024 où il y a une baisse du PIB. Certainement la même chose. On n'a pas eu les chiffres encore. Oui, d'accord, mais vu les indicateurs avancés, sauf s'il y a un coup de baguette magique de l'INSEE. C'est vrai que ça arrive parfois. Il y a, comme par hasard, on a vendu un bateau et là, ça fait booster les chiffres et on ne sait pas pourquoi. Mais bon, là, ça va être un gros bateau alors. Un très gros bateau. Là, ça va être compliqué, même avec un très gros bateau. Ou un très gros avion. Voilà, si vous voulez. Je pense que le PIB français va abaisser au 4e trimestre 2024. Donc après, on a ce qu'on appelle un effet d'acquis négatif sur 2025. Et je pense qu'on aura également une baisse de l'activité en France au 1er trimestre 2025. C'est pas moi qui le dis, ce sont les indicateurs avancés, par exemple des directeurs d'achat, dans l'industrie, dans les services, dans la construction, ça s'effondre complètement. Et également les indicateurs INSEE du climat des affaires, dans l'industrie, dans les services, dans le commerce de détail. Et on a eu également hier la confiance des ménages qui continue de baisser. Donc tous les indicateurs avancés montrent que malheureusement, l'activité en France est en train de baisser et surtout, le chômage est en train d'augmenter. C'est ça le vrai drame. N'oublions pas que le chiffre de croissance, bon, c'est juste un chiffre à la rigueur, qu'on soit à 0,5 ou à 0,7. Bon, le problème n'est pas là, j'ai envie de dire. Le vrai danger, c'est le chômage qui augmente. Et ça, on n'en parle quasiment pas. Ce sont les chiffres d'Eurostat. Depuis déjà plusieurs mois, le chômage augmente. Au mois de novembre, sorti il y a 2 jours, on est à 7,7% de taux de chômage. Au plus bas, on a été à 7 et quelques. On était à 7,1. On est à 7,7, donc ça augmente, clairement. Et encore, c'est la catégorie A, c'est-à-dire, vous savez, les chômeurs, entre guillemets, labellisés, ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout travaillé, qui font la preuve d'une recherche active d'emploi. Tout de suite. Et qui sont immédiatement disponibles, exactement. Donc, si on regarde tous les chômeurs, chiffre de l'INSEE, on est déjà à 16,5. Donc là, on serait peut-être déjà à 18. Vous vous rendez compte? C'est ça la réalité sociale et sociétale de la France. Ouais. Et ça, c'est très dangereux parce que j'entends encore certains qui me disent « Oui, mais la consommation résiste ». Soyons honnêtes, la consommation résiste à coup de dette publique et de déficit public. Mais évidemment, tout a une fin. Et aujourd'hui, on est face à la réalité. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, ce sont les entreprises. Ça fait déjà 4 trimestres consécutifs de baisse de l'investissement des entreprises, hors inflation. On a eu 13 trimestres consécutifs de baisse de l'investissement logement, avant même le 4e trimestre. Et donc, il n'y avait que la consommation qui résistait. Et là, évidemment, ça va être compliqué. Ce qui veut dire que, voilà, 0,5% de croissance pour 2025, je vais vous dire, je suis optimiste. Donc, c'est-à-dire qu'à 0,8, on n'y est pas. Et donc, la conséquence, c'est que le budget qui va être présenté, il est déjà caduc. Parce que déjà, comme on se basait sur le budget de 2025 présenté par M. Barnier à 1,1% de croissance, là, déjà, on sera plutôt à 0,5. Et parallèlement, très important, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Oui. Les taux d'intérêt de la dette publique, au moment où nous parlons, on est à 3,4% sur le taux d'intérêt. On était à 3,25 il y a encore 2 jours. Il y a 2 jours. 3,4, là, avant que je vienne, j'ai vérifié justement juste pour vous. 3,4%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la charge d'intérêt de la dette va encore augmenter, donc plus de déficit. Donc, vous prenez juste 2 éléments très simples, sans parler évidemment Enfin, les taux souverains remontent partout dans le monde, c'est pas spécialement en France. D'accord. Ça remonte aux États-Unis, ça remonte en Angleterre, ça remonte dans tous les pays. Certes, mais sauf que c'est nous qui allons devoir payer les taux souverains français. Parce que je veux dire, c'est l'État français, c'est moi pas demander à l'État américain de financer. Donc, eux, à la rigueur, chez eux, ils ont de la croissance. Nous, on n'a pas de croissance pour financer tout ça. Donc, c'est ça le drame, c'est que ça va nous coûter cher d'un point de vue donc, des charges d'intérêt de la dette. Et donc, ça veut dire que le déficit public, je vais vous donner le chiffre, parce que j'ai fait mes estimations, comme il y a un an, je me souviens, ici même, notamment, Bruno Le Maire a annoncé 5% de déficit. 5,1. Voilà, et je me souviens, moi je disais on sera au moins à plus de 6%. Et certainement vous m'aviez dit, je ne me souviens plus, mais certainement parce que vous aimez bien me contredire, vous m'avez dit oui, non Marc, là vous exagérez, vous êtes trop pessimiste. Beaucoup de gens m'ont dit ça à l'époque. On va être à 6,5. Et je peux vous dire que l'année prochaine, enfin cette année, en 2025, a priori, on sera à 6 en 2024. On sera autour des 6,5. Parce que là, il y a alors, sauf s'il y a encore une fois coup de baguette magique sur le 4e trimestre, mais quand on regarde les indicateurs avancés du déficit public, justement, que ce soit d'un point de vue social et donc également des collectivités locales. La France se finance facilement sur les marchés. Je sais qu'on s'angoisse d'un déficit autour de 6%. Facilement. Ah bon, en tout cas, d'accord, si vous le dites. Il n'y a pas de problème pour il n'y a pas de problème pour l'instant, parce qu'on est toujours double A. Le grand changement, et d'ailleurs c'est pourquoi les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, c'est qu'il y a une rumeur qui est en train de se répandre aujourd'hui, qui à mon avis est réelle, c'est que certainement Fitch va dégrader la note de la France dans les prochaines semaines. Donc on va passer de double A moins exactement, à simple A. Peut-être simple A+, admettons, mais peu importe. Donc ça c'est très important parce que tant qu'on est double A, on est dans la catégorie supérieure.
C'est-à-dire que beaucoup de caisses de retraite, de fonds d'investissement, de banques, etc., sont obligés d'acheter du triple A ou de double A pour limiter justement, vous savez, améliorer la ratio de solvabilité, comme on dit. Si vous passez simple A, ça ne fonctionne plus. Alors, chez Fitch. Oui, mais enfin, Fitch va donner le là, et puis après ça va suivre derrière, parce que c'est vrai que Moody's et Standard & Poor's sont beaucoup plus sympathiques depuis des années. D'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Anyway, on va pas polémiquer. Anyway, voilà, on fait un peu d'anglais pour. Il faut apprendre l'anglais. Anyway. Ouais. Ça veut dire quoi qu'il en coûte. Je rigole. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir cette situation où on va être dégradé, et donc là, n'oublions pas que l'année prochaine, enfin cette année, on a encore du mal à voir qu'on est en 2025, l'État français va devoir émettre 340 milliards de nouvelles dettes, plus le rachat de 40 milliards, ça veut dire 300 milliards de nouvelles dettes nettes. Sauf que si on est simple A, ça sera plus difficile de financer. Et surtout, ça coûte plus cher. Et moi, si vous voulez, j'en veux quand même beaucoup à certains économistes, on ne va pas donner de nom, qui n'ont pas arrêté de nous dire « la dette publique, on s'en fiche, ça ne nous coûte rien ». C'est la BCE qui finance, etc. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur, justement, à plusieurs réunions à Bercy, notamment avec Bruno Le Maire et puis d'autres économistes. Une fois, j'avais dit, il faut faire attention quand même, parce qu'il faut arrêter d'augmenter la dette publique comme ça. On m'a sauté dessus. Enfin, pas physiquement, bien sûr, par les paroles, en me disant, mais non, mais on s'en fiche complètement de la dette publique, tout va bien. Pendant le Covid, c'était vrai, la BCE, pendant le Covid, achetait la dette publique. Moi, je vous parle d'après le Covid. Enfin, effectivement, en mars 2020, on croyait que c'était la fin du monde. D'accord, mais après, on a continué en 2021 et en 2022. Ne l'oublions pas. C'est ça, et évidemment, ça a continué encore plus en 2023 et 2024. Ça, c'est fini. La BCE aujourd'hui n'achète plus de titres publics. Exactement. Donc là, on a le juste prix. On a la vérité des prix. Donc c'est pourquoi les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Ils vont encore augmenter parce que tout à l'heure, vous disiez que ça augmente dans tous les pays. Sauf que, cher David, les taux d'intérêt français sont maintenant supérieurs aux taux d'intérêt portugais de 40 points de base, donc 0,4%. Espagnol, 20 points de base de plus. Et grec, 10 points de base de plus. Alors là, ça fait mal quand même. Sur le taux 10 ans, parce que le taux 5 ans, c'est encore plus grave. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on est au-dessus de tout le monde. Il n'y a plus que l'Italie qui est devant nous, mais je pense qu'on va bientôt les rattraper, si vous voulez, parce que l'Italie, justement, ils réduisent leur déficit public. Ils réduisent même les impôts. Ça, c'est quand même assez incroyable. Ils ont voté une baisse de 30 milliards des impôts cette année. Tout en baissant, réduisant leur déficit. Parce qu'ils réduisent les dépenses publiques. Et nous, on n'y arrive pas. Éric Lombard nous dit 50 milliards d'euros d'efforts pour cette année, dont essentiellement des économies, mais c'est vrai que moi, je ne les vois pas pour l'instant. Non, mais ça, c'est encore une fois, c'est du saupoudrage, c'est du capharnaüm. On veut faire plaisir à Pierre, Paul et Jacques, pour justement parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. On sait que c'est le problème. On veut éviter une nouvelle motion de censure, etc. Donc, sauf que quand on veut faire plaisir à tout le monde, en fait, finalement, on fait plaisir à personne. Et donc, c'est ça le vrai drame aujourd'hui, c'est que malheureusement, ce déficit public, il n'est pas du tout crédible. La preuve, c'est que les taux d'intérêt en France augmentent plus qu'ailleurs, sont supérieurs aux autres pays de la zone euro, y compris la Grèce. Et ça, évidemment, c'est un coût. Ce qui est dingue, c'est qu'on assiste au 6,5% de déficit pour seulement 0,5% de croissance. Voilà, bravo. C'est ça qui fait mal, en fait. C'est ça qui fait très mal. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'effectivement, quand vous augmentez votre déficit ou votre dette, et vous avez une croissance forte. Comme les États-Unis, qui ont 6 ou 7% de déficit, mais qui ont 2,5% de croissance. Exactement. Ça, même quasiment 3 cette année. Donc ça change tout, si vous voulez. Et je vais donner un chiffre très simple. Quand vous regardez l'augmentation de la dette publique, justement, depuis 2019, depuis en fait 2020, le début Corona, si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'au 3e trimestre, parce qu'on n'a pas encore les chiffres du 4e trimestre 2024, la dette publique française, en valeur, donc, a augmenté de 915 milliards d'euros. Sur la même période, le PIB français, en valeur, a augmenté de 470 milliards. Ah ouais, c'est problématique. Eh oui, il manque 445 milliards d'euros qui ont disparu. Ils sont passés où alors? Voilà, gaspillés. En tout cas, ça n'a pas fait de la croissance. Ouais. Ça a peut-être fait faire plaisir à certains, ça n'a pas fait de la croissance. Donc moi, si vous voulez, quand je vois encore certains économistes qui aujourd'hui disent « Mais non, mais la dette publique, c'est pas grave, tout va bien dans le meilleur des mondes », ce sont, encore une fois, je ne vais pas dire des personnes scandaleuses. Mais Éric Lombard, il est sérieux, l'ancien patron de la Caisse des dépôts, quand il dit « On va ramener le déficit public entre 5 et 5,5 ». Non, ce qu'il disait Bruno Le Maire. Il était sérieux aussi, Bruno Le Maire. Non, je pense que malheureusement, ils écoutent certains qui leur disent « Vous savez, on sait malheureusement qu'Éric Lombard, personne très sympathique, sauf qu'au demeurant, on sait très bien par qui il est conseillé. Par quels économistes qui, en tout cas, il est conseillé par qui, alors? Vous savez bien. Non, moi je sais pas. Économistes, notamment par Piketty, etc. Il suit ses conseils. En tout cas, moi, il ne m'a pas sollicité, par exemple. En tout cas, donc il est conseillé depuis des années par des économistes qui sont marqués politiquement. Vous comprenez? Et pas selon moi, pas dans le bon sens. Après, chacun pense voix midi à sa porte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est un vrai danger. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'économie. Alors, le dernier, c'était la même chose, il n'a pas duré longtemps, certes, mais celui d'avant aussi, mais à la rigueur, Bruno Le Maire, il disait, moi, je n'augmente pas les impôts. Là, on vous dit, non, on va quand même augmenter les impôts, il faut plus... Sur les hauts revenus, les grandes entreprises... Non, mais ça, c'est... Arrêtez. C'est-à-dire que, globalement, c'est pas sérieux de dire ça. On donne l'impression que les hauts revenus, ils ne payent pas d'impôts. Bon, alors qu'ils en payent. Les grandes entreprises ne payent pas un impôt minimum, qui serait donc de 20%. Non, mais encore une fois... Là, quel est le but?
on va dire, on va réduire l'optimisation fiscale. Donc attention, l'optimisation fiscale, c'est pas de la fraude fiscale. Hein. Attention, parce que ça, moi je serais pour qu'on lutte la fraude fiscale, contre la fraude fiscale ou contre la fraude sociale. Là, on aurait pour récupérer 50 milliards d'euros avec ces deux fraudes, mais là, personne n'en parle. C'est bizarre, on vous parle de l'optimisation fiscale, qui est justement du droit. C'est du droit fiscal. Et c'est l'État français. Sauf quand il y a abus de droit. C'est l'État français qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'il est conscient qu'il y a beaucoup trop d'impôts. Donc il se dit, bon, comme il y a trop d'impôts, on va faire des niches fiscales, justement, pour pouvoir permettre à certains de payer moins d'impôts. Et c'est vrai, je suis d'accord que malheureusement, ceux qui ont accès aux fiscalistes peuvent payer moins d'impôts, alors que ceux qui n'y ont pas accès payent parfois plus d'impôts alors qu'ils ont moins de revenus. Donc c'est vrai que c'est anormal. Sauf qu'attention, si vous supprimez l'optimisation fiscale, il y a beaucoup de personnes de la classe moyenne qui vont payer plus d'impôts. Je veux dire, si on enlève, par exemple, je dirais les niches fiscales sur les nourrices, par exemple, etc. Ah, mais on ne sait pas. Non, c'est pas prévu. Je suis peut-être un peu plus vieux que vous, à peine un peu, mais je me souviens en 91, j'étais très jeune, quand Michel Rocard a créé la CSG. À l'époque, c'était 1%. Ouais. Il avait dit, c'est 1%, mais c'est le maximum. On est à 17, on est à 9,2 pour l'ensemble des revenus, ouais. Mais on est à 17,2 pour l'épargne. Donc vous voyez, quand on a créé la CRDS, quelques années plus tard, ça c'était Juppé, il avait dit ça va être temporaire, 13 ans maximum. 0,5% au début. Voilà, c'est toujours, mais sauf qu'on est maintenant en 2025, c'est toujours là la CRDS, ça ne va pas être supprimé. Donc quand on me dit, non mais vous inquiétez pas, c'est que les très riches qui vont payer, on sait très bien comment ça se passe. Déjà, il n'y a plus beaucoup de très riches en France, et c'est bien sûr la classe moyenne qui va payer, c'est elle qui va souffrir. Donc moi je trouve ça un petit peu... Bon, c'est pas ce que dit en tout cas aujourd'hui Éric Lombard. Hein. D'accord, mais c'est du marketing. Encore une fois, il faut regarder la réalité en face. Si la France n'a pas de budget au printemps, est-ce que c'est grave? Bien sûr que c'est grave. Enfin, elle en a un parce que c'est celui de 2024. Mais 2024, il y avait une croissance qui était estimée à 1,5. On a fait autour des 1%. Mais surtout, le problème, c'est que l'année prochaine, enfin cette année, on va faire 0,5% de croissance. Donc, on n'est pas du tout, je dirais, dans les clous. Et puis surtout, encore une fois, là, je fais pas mal de conférences en fin d'année, comme toujours, et j'en fais également en début d'année auprès des chefs d'entreprise. Je suis très inquiet parce qu'eux-mêmes sont très inquiets. C'est-à-dire que, comme il y a un manque de visibilité, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Ils préfèrent quoi, les chefs d'entreprise que vous rencontrez? Ils préfèrent ne pas avoir de budget ou avoir un budget qui les sollicite ou qui ne va pas dans la bonne direction? Ce qu'ils veulent, c'est ce que disait Georges Pompidou dans les années 60, il veut qu'on arrête de les emmerder. C'est-à-dire que ce qu'il disait, on arrête d'emmerder les Français. Ouais. Ce qu'ils veulent les entreprises, mais pas que les entreprises, les Français au sens large, ils veulent justement qu'on nous laisse vivre. C'est-à-dire qu'il faut réduire les impôts, il ne faut pas limiter leur augmentation, il faut les baisser. Mais il n'y a pas de moyens budgétaires pour ça. Bien sûr que si. Si vous baissez la dépense publique, alors là, c'est possible. Et c'est là où moi je suis assez en colère, si vous voulez, c'est que quand vous regardez la dépense de fonctionnement, parce qu'on me dit oui, mais en France on ne peut rien faire, c'est du social, etc., vous allez mettre tout le monde dans la rue. Bon, quand vous regardez les chiffres... Il y a des besoins à l'hôpital, il y a des besoins à la défense, je ne dis pas le contraire. L'éducation de nos enfants. Justement, c'est ça le problème. Et on a des besoins. Moi, je suis pour la dépense publique, mais pas n'importe laquelle. Quand vous regardez aujourd'hui, chiffre de l'INSEE, 33% des dépenses publiques, ce sont des prestations sociales. Ok, bon là, il y a des efforts à faire, mais admettons. Poste numéro 2, 32% des dépenses publiques, tenez-vous bien, ce sont des dépenses de fonctionnement. Et concrètement, c'est quoi, là? C'est les salaires, les frais divers et variés, etc. Les comités Théodule qu'on crée comme ça, qui coûtent... au total, j'ai regardé, vous savez ce qu'on appelle les ODAC, organismes des directions administration centrale. Ça coûte 150 milliards d'euros par an. Vous vous rendez compte? Il y en a 700. C'est quoi ces ODAC? Voilà, c'est les ODAC, c'est-à-dire il y a un comité Théodule. Bon, il y en a certaines qui servent à quelque chose, mais je ne vais pas donner nom pour ne pas faire de peine, mais il y en a notamment certains, il y a des organismes d'économistes, par exemple, vous voyez, qui ramènent rien au schmilblick, vous comprenez, mais ça coûte... Alors on dit non, mais c'est quelques millions. Oui, mais au total, ça fait 140 milliards. Alors je ne dis pas qu'il faut tout enlever, mais il y a des efforts à faire. Et regardez sur les dépenses de fonctionnement. Ça, c'est assez incroyable, parce que ça, on ne le sait pas. Au cours des 3 dernières années, donc avant 2024, parce qu'on n'a pas encore les chiffres, évidemment, eh bien, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de quasiment 16%. Alors que sur la même période, les dépenses publiques totales ont augmenté de 12%. Et là, il y a un problème. Parce que quand une entreprise va mal, quand un ménage va mal, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit ses dépenses de fonctionnement. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Là, l'État fait l'inverse. Il va mal, il dit, c'est pas grave, je m'en fiche complètement, j'augmente mes dépenses de fonctionnement plus que les dépenses publiques globales. C'est un scandale, comprenez? Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, il y a du grain à moudre. On peut réduire les dépenses de fonctionnement d'au moins 50 milliards d'euros, mais il n'y a aucune volonté politique de le faire. Et donc, moi, quand j'entends les dirigeants français, quels qu'ils soient, c'est pas de la politique, c'est du bon sens, nous dire, à nous les Français, il faut que les Français fassent un effort. Non, moi je ne suis pas d'accord. C'est à l'État
C'est la puissance publique qui doit faire des efforts, parce que justement, il n'arrête pas d'augmenter ses dépenses publiques. Et encore une fois, c'est bien l'État dont je parle, ce n'est pas les collectivités locales ou sociales. L'État, c'est à peu près 92% en moyenne depuis 10 ans du déficit public. 92%, ça vient de l'État. Donc, il faut arrêter de faire culpabiliser les Français. Le problème, c'est la gestion des deniers publics, donc qui sont nos impôts, donc qui sont notre argent. Comprenez? Et moi, voilà, il faut arrêter tout ça parce que, encore une fois, moi je suis sur le terrain, comme vous le savez, depuis des années, et donc je vois les chefs d'entreprise, les particuliers, qui ont une sorte de ras-le-bol, et donc c'est très dangereux d'un point de vue social et sociétal. Et maintenant que le taux de chômage augmente, c'est encore plus dangereux. Chiffre d'Eurostat, taux de chômage des moins de 25 ans en France. Allez, on est à combien? Au mois de novembre. 18, je sais pas, non? 20,5. Taux de chômage des moins de 25 ans. On était à 17 il y a quelques mois, on est à 20,5. Malgré toutes les formations un peu bidons ici ou là pour faire sortir les jeunes des statistiques du chômage, malgré tout ça, 20,5%. Dans la zone euro, on est à 15% en moyenne. Nous, 20,5%. La France, c'est l'homme malade de l'Europe aujourd'hui. Bien sûr, c'est évident. Je veux dire, en tout cas, on est malheureusement devenu, on va dire le pays, parce que l'homme ou la femme, on ne sait pas, mais je veux dire, le pays malade, évidemment, c'est le seul pays de la zone euro qui augmente son déficit public depuis 3 ans. Et là, on n'arrive même pas à faire un nouveau déficit, un nouveau budget. C'est un scandale. Franchement, comme on dit en anglais, encore une fois, shame on you. C'est une honte. Bon. Vous comprenez? Donc, moi, je rêve, parce que c'est le début d'année, donc on a des vœux, etc. Je rêve que ça y est, on a des dirigeants qui réussissent à faire le boulot, c'est-à-dire à parler vrai aux Français, et malheureusement, on n'y est pas. Ouais, cette pression, ce coup de chaud sur les taux souverains qu'on voit pas seulement en France depuis maintenant quelques jours, aux États-Unis, des deux côtés de l'Atlantique, c'est un sujet de préoccupation, ça? Complètement, complètement. Alors, encore une fois, le problème, c'est qu'on a été un petit peu... On est à 4,70 sur le 10 ans américain, 40 points de base de plus en un mois. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de l'inflation. C'est-à-dire que tout le monde a dit, ça y est, l'inflation est jugulée, tout va bien dans le meilleur du monde, mais non. Puis surtout, aux États-Unis, la différence, c'est qu'ils ont une croissance de 3%. Ouais. Ils ont un taux de chômage de 4,2%. Les salaires, j'étais dernièrement à New York, les salaires, les prix augmentent. Donc eux, comme les salaires augmentent de 4% par an, ils s'en sortent encore. Mais nous, les Européens, en plus, avec la baisse de l'euro, on ne peut pas y aller, là. C'est beaucoup trop cher pour nous, entre guillemets. Ce que je veux dire par là, c'est que, attendez, aujourd'hui, on a cette situation où, malheureusement, l'inflation est toujours là, et elle va certainement encore augmenter. Alors, on espère quand même, ce qu'avait promis Trump, que la guerre en Ukraine va s'arrêter, donc ce qui pourrait limiter les pressions sur le gaz, etc. Mais comme on a une croissance mondiale qui sera autour des 3,2% cette année, donc c'est quand même un bon niveau, donc il va y avoir quand même une pression sur les matières premières. Donc, moi je ne crois pas à un retour de l'hyperinflation, mais on aura quand même une inflation qui va rester élevée, et surtout, donc ça veut dire que comme on a une croissance forte aux États-Unis, une inflation qui reste élevée, la réserve fédérale américaine ne va pas pouvoir baisser les taux d'intérêt. Ouais, et comme chez nous d'ailleurs, on a une baisse ou deux maximum de taux de la Fed cette année. Exactement. C'est bien ou mal anticipé par les marchés, ça? Bah justement, pour l'instant, ils croyaient que la Fed allait raser gratis. Ouais. Moi, j'entendais même, j'avais même des questions sur ma chaîne YouTube notamment, on me disait « Attendez, vous inquiétez pas, on va faire la planche à billets ». C'est incroyable. Et c'est là que le coronavirus, ça fait quand même beaucoup de mal. C'est-à-dire, on est quand même aujourd'hui en 2025, donc ça fait 5 ans le coronavirus. Mais on s'est tellement habitué, jusqu'en 2022, c'est vrai, à la planche à billets, à l'argent magique, qu'on se dit, ben voilà, on va refaire. Sauf que c'est ça qui a fait l'inflation à la base. C'est cet argent magique, cette création monétaire artificielle, et que nous payons aujourd'hui douloureusement. Donc, c'est ça qui est très dangereux, je pense, pour l'avenir. Simplement, aujourd'hui, on est en train de se réveiller. On se dit, ben voilà, on a une réalité où finalement, les banques centrales ne peuvent pas tout faire. Et moi, je suis encore plus inquiet pour nous. Je crois que j'entendais, c'est ce matin ou hier, le gouverneur de la Banque de France, dit, ouais, vous inquiétez pas, on va baisser les taux d'intérêt de la BCE à moins jusqu'à 2% cet été. Oui, mais attendez, il y a un problème. On est à 3 aujourd'hui. Hein. Oui, mais là, sauf que l'inflation, elle est en train de monter dans la zone euro. On est à 2,4. On est à 1,3 en France. Oui, d'accord, mais je parle de la zone euro. On est à 1,3, mais norme harmonisée, on est à 1,8 en France. Ouais. Donc 2,4 Eurostat dans la zone euro, hors énergie et produits alimentaires, 2,7. L'objectif de la BCE, c'est 2%. Eh bien, l'accommodante, c'est bien, non? Non, d'accord. Non, mais oui, sauf que, attendez. Vous êtes content, là, non? Oui, mais c'est là le problème. C'est que si, effectivement, elle baisse les taux d'intérêt, l'euro qui est en train de s'effondrer, il va encore plus s'effondrer. Et quand l'euro baisse, alors ça fait un peu plus d'exportation, mais quand l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés. Ouais. Donc ça génère une augmentation de l'inflation, et donc on est pris à notre propre piège. Donc voilà, moi, encore une fois, souvent on me dit vous êtes pessimiste. Non, moi je me demande souvent sur quoi est-ce qu'il est bulle, sur quoi est-ce qu'il est aussi embarque-toi-t-il, parce que c'est ça qui a cette réputation d'être. Non, mais pas du tout. Mais bon, on se connaît depuis longtemps. Vous savez bien que je suis de nature optimiste. Oui. C'est ma nature justement. Mais je me dois d'être réaliste. Boule. Sur quoi est-ce qu'il est aussi Boule, taureau, effectivement. Sur quoi est-ce qu'il est aussi? Il achète quoi aujourd'hui? Alors, comme l'or a un petit peu baissé, j'ai repris un peu d'or.
pour tout vous dire, hein, parce qu'effectivement, j'avais toujours conseillé de l'or, hein, j'avais dit 15% du portefeuille, donc là, je suis un peu plus au-dessus, parce que je suis un petit peu inquiet. Et sur les marchés actions, bon, bah voilà, ça va repartir à la hausse certainement, mais cette année 2025, elle va être, je pense, une année de transition. Hein, et bon, notamment, on a vu l'année dernière le CAC 40, qui est la seule grande bourse du monde occidental. Perdu 2%. D'accord, mais alors que le Standard & Poor's 500, il a fait 23% de hausse. Ça fait un gros écart. Il n'y a pas que le Standard & Poor's 500, il y a également les bourses européennes. Et même si on prend le CAC 40 avec les dividendes réinvestis, hein, qu'on appelle le CAC 40 GR, on est à flat, quoi. Donc c'est quand même, ça montre, et ça c'est nouveau parce que c'est vrai que les investisseurs, normalement, ils se disent, bon, sur le CAC 40, 80% des profits sont faits à l'étranger. Oui. Donc on peut dire la France, c'est pas grave. Sauf que malgré cela, il y a un risque France qui aujourd'hui est arrivé. À tort quand même, puisque 80% des revenus des boîtes du CAC 40 oui, sont de France. Non, à tort, bien sûr, par rapport aux entreprises du CAC 40. Sauf que, vous savez comment ça se passe, quand les gérants font leur allocation d'actifs en début d'année ou en fin d'année, peu importe quand, ils se disent, bon, dans quoi on va investir? Alors d'abord, c'est par catégorie d'actifs. Là, on va mettre tant pour les actions, tant pour les obligations, etc. Et après, au sein de chaque catégorie d'actifs, ils disent, quel pays? Donc là, aujourd'hui, la France, elle est dernière dans les marchés actions. Donc voilà pourquoi il y a cet écart, effectivement. Et si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, si la note de la France continue d'être dégradée, alors là, on a même un risque sur l'ensemble de la zone euro. Évidemment, ça ne va pas arranger les... Donc à part acheter de l'or, il n'achète rien, Marc Toitier. Si, moi j'achète... La tech américaine, non, il n'achète pas... Non, sur le long terme. Les marchés actions, moi, ça a toujours été mon discours. Sur le long terme, effectivement, et certains me disent... Vous avez raté la hausse. Non, parce que moi, j'ai des actions depuis très longtemps. Je ne les touche pas. Je regarde sur le très long terme. Effectivement, ça donne des dividendes. Donc, très bien. Il faut investir sur des bonnes entreprises, ce qu'on appelle du stock picking. Ça veut dire des entreprises valables et qui ont un bon track record. Alors, bien sûr, à toute la révolution de l'IA, du numérique, etc., bon, les valorisations sont quand même très, très élevées. Donc, mais quand on voit la croissance des revenus, des profits... C'est ça qui est formidable. Tant qu'il y a des profits, tout va bien. Donc c'est ça le vrai enjeu. Maintenant, le problème pour les prévisions boursières cette année, c'est que ça dépend énormément de quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Trump. Voilà, exactement. C'est-à-dire de la politique. Et Trump, il a fait des promesses, évidemment, donc il va baisser les impôts, donc ça c'est bon pour les entreprises américaines. Par contre, pour le reste du monde, ça va être compliqué. Et puis également, on voit ces sorties dernièrement. Et surtout, moi je pense notamment pour ceux qui sont sur les crypto-monnaies, moi j'ai fait mon mea culpa il n'y a pas longtemps sur ma chaîne YouTube, j'ai dit non, mais voilà, je suis désolé, personne n'avait vu le Bitcoin à 100 000 $, bon tant mieux. Il est acheteur, après il était vendeur pendant des années. Non, j'ai pas dit que j'étais acheteur, non, j'ai dit encore une fois, moi je ne peux faire des prévisions que sur ce que je maîtrise, il faut être honnête. Moi je ne sais pas faire des prévisions sur le Bitcoin, alors si quelqu'un sait, moi je suis preneur, hein. En tout cas moi je ne sais pas, parce que moi je suis économiste, donc j'ai des fondamentaux économiques, et donc je n'ai pas trouvé, sur les marchés boursiers, j'ai ma croissance, donc j'ai des prévisions sur la croissance, et avec ça j'ai une prévision sur les marchés boursiers. Sur le Bitcoin, j'ai ma croissance. A priori, il n'y a pas d'impact sur le Bitcoin, vous comprenez? Mais je comprends très bien que certains aient eu envie d'en acheter, et je regrette de ne pas en avoir acheté, pour être très honnête. Et sauf que là, j'entends beaucoup qui me disent, regardez, Trump, alors là, avec lui, on va monter à 200 000 $, 300 000 $, 1 million, bref. Pourquoi pas? Sauf qu'attention, c'est souvent les guerriers qui font la paix et les pacifistes qui font la guerre. C'est-à-dire que Trump, lui, ce qui compte avant tout, il a toujours dit « America first ». Ça veut dire que globalement, ce qui compte, c'est les États-Unis. Pour que les États-Unis gardent leur place, il faut qu'ils gardent le dollar comme référence mondiale sur le système monétaire international. S'il y a un concurrent, que ça peut être une crypto-monnaie, ça peut être le Bitcoin, alors là, il ne va pas laisser faire comme ça. Parce que, ce que je veux dire. Donc, c'est là où il faut quand même il faut surveiller. Donc, il y aura une année 2025 d'extrême volatilité. Je pense que ça va être ça. On va se revoir régulièrement pour se dire justement cette volatilité extrême, donc avec des phases de forte hausse, de forte baisse. Sur les marchés boursiers. Sur les marchés boursiers, et également sur l'ensemble des actifs, j'ai envie de dire. Et sur l'immobilier, juste avant de se quitter, parce qu'il faut qu'on arrive au terme de l'entretien. On a eu 18 mois catastrophiques sur l'immobilier résidentiel français, avec des baisses de transactions surtout, un peu des baisses de prix, mais pas beaucoup diront certains, et des ventes qui semblent repartir depuis les 4 derniers mois de 2024. Beaucoup d'agents immobiliers ont parlé depuis quelques heures en disant en gros, il y a une reprise qui est fragile, mais reprise tout de même de la pierre. Cette année en France, le patron de Century 21 tape sur une hausse des prix de 2 à 3% cette année. Ah. Non, moi je suis toujours sur une baisse, hein. Il y a eu une belle baisse l'année dernière. Toitier, oui, non. Il y a eu l'année dernière, non, après je dis toujours qu'il y a 3 investissements sur le long terme. Les marchés boursiers, l'or et l'immobilier. Mais sur le long terme. Là, je pense que la baisse n'est pas complètement terminée parce que... Sur l'immobilier? Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Et tant mieux, c'est que la BCE, vous l'avez dit, a baissé les taux d'intérêt. Donc ça a joué sur les taux immobiliers. Sauf que maintenant, vous savez, on avait une inversion de la courbe des taux. C'est-à-dire que les taux monétaires étaient supérieurs aux taux obligataires. Maintenant, ça y est, ça s'est normalisé. Donc on a de nouveau des taux obligataires qui montent. Et là, ça va avoir un impact donc à la hausse sur les crédits immobiliers. On ne voit pas encore pour l'instant, puisque le gouverneur de France a dit que ça baisse toujours. Oui, les taux monétaires. Mais... Non, les taux des crédits
crédit immobilier. Il l'a dit sur France 2 hier parce soir. que c'est lié effectivement au taux monétaire dans un premier temps. Mais comme maintenant, parce que là en fait c'est une phase de mise à niveau. Maintenant que les taux monétaires sont inférieurs aux taux obligataires, donc les taux longs, ben là les taux immobiliers vont... Ils sont indexés dessus d'ailleurs. Exactement, vont souffrir de l'augmentation des taux obligataires. Et si on continue comme ça, avec un budget qui n'est pas crédible, je pense que les taux longs, le taux 10 ans français peut monter à 4%. On est à 3,40. On est à 3,40. Donc il peut monter à 4%. Je rappelle qu'on était à 0 il y a quelques années, même en négatif. Vous vous souvenez, les taux d'intérêt négatifs sur la dette publique française, qui n'avaient aucun sens évidemment. Là, ça va faire mal. Pas que pour l'État, pour l'économie, pour l'investissement logement. Donc voilà, il faut être extrêmement prudent. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des moyens de s'en sortir. On peut encore sauver la France, faire des bonnes politiques, on peut baisser les impôts. Et pour ça, vous avez un livre. Non, pas encore, il sortira bientôt, mais on peut aller sur ma chaîne YouTube notamment pour voir ce que je préconise. Oui, absolument. J'ai déjà plus de 200 000 abonnés, donc vous voyez, donc tout va très bien. Mais ce que je dis par là, c'est que, et d'ailleurs merci pour votre fidélité, parce que ça c'est vrai que c'était une surprise, c'était la bonne surprise de ces dernières années, c'est que l'économie intéresse. Évidemment, il y a votre émission, mais globalement, faire une émission, donc une chaîne YouTube uniquement, on parle que d'économie, c'est pas évident. Et ça marche. C'est-à-dire que les Français veulent savoir. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les politiques, parce qu'ils ne pourront plus continuer de mentir aux Français. On est là pour dire la vérité et on continuera de le faire. Il dit la vérité. Marc Toiti, donc, l'économiste, président du cabinet AC Défi, qui est passé nous voir donc, pour un entretien, la grande interview en direct et en replay sur Boursorama. Merci Marc. Avec plaisir, à bientôt.